davantage sur ce sujet. Il me faudrait répéter ce que j'ai dit de l'évolution historique de l'art, évolution dans laquelle nous l'avons vu suivre pied à pied la civilisation et se faire rudement éconduire. Lorsqu'il s'en écartait, ce que j'ai dit ensuite de l'irrationalité de l'art, au XVIIIe et XIXe siècle, irrationalité qui, dégénérant en orgie et débauche, a fini par tuer jusqu'au génie. Je me contente de rétablir ici le vrai principe, me confiant pour le surplus à l'intelligence du lecteur. C'est contre cette théorie dégradante de l'art pour l'art que Courbet, et avec lui d'autres, toute l'école jusqu'à présent nommée réaliste, s'élève hautement et proteste avec énergie. Non, dit-il, je traduis ici la pensée de Courbet, d'après ses ouvrages, plutôt que je ne la cite d'après ses discours. Non, il n'est pas vrai que la seule fin de l'art soit le plaisir, car le plaisir n'est pas une fin. Il n'est pas vrai qu'il n'y ait d'autre fin que lui-même, car tout se tient, tout s'enchaîne, tout est solidaire, tout a une fin dans l'humanité et dans la nature. L'idée d'une faculté sans but, d'un principe sans conséquence, d'une cause sans effet, est aussi absurde que celle d'un effet sans cause. L'art a pour objet de nous conduire à la connaissance de nous-mêmes par la révélation de toutes nos pensées, même les plus secrètes, de toutes nos tendances, de nos vertus, de nos vices, de nos ridicules, et par là de contribuer au développement de notre dignité, au perfectionnement de notre être. Il ne nous a pas été donné pour nous repaître de chimères, nous enivrer d'illusions, nous tromper et nous induire à mal avec des mirages. Comme l'entendent les classiques, les romantiques et tous les sectateurs d'un vin idéal, mais pour nous délivrer de ces illusions pernicieuses en les dénonçant. Il ne suit pas de là, dirais-je à mon tour, que l'œuvre d'art doive affecter des airs de rudesse, de gronderie et de déplaisance, de poser en divinité rageuse. La beauté et la grâce sont essentiellement de son domaine. Elles y priment le grossier et le laid. C'est pour cela que nous avons vu l'art, dans la jeunesse des sociétés, tendre de toutes ses forces à représenter les choses, selon l'expression de Raphaël, non pas précisément telles qu'il les voyait, mais comme il aurait voulu qu'elles fussent, entourées d'une auréole d'amour plus belle que nature, en un mot idéal. C'était l'enfance de l'art, si vous voulez, mais l'enfance aime la beauté, et elle s'y connaît. Allez-vous donc mettre l'enfance hors de la vie humaine, et noter ceci à la justification des anciens artistes, à mesure que l'humanité se dégagera du vice, de la tyrannie et de la misère, nous verrons la figure humaine, je veux dire la figure de l'homme vivant, s'illuminer elle-même, se rapprocher peu à peu de l'effigie qu'elle s'est faite autrefois, comme de son modèle, réaliser ainsi, dans sa propre chair, son antique idéal, et y ramener ses nouvelles créations. Ce résultat final est inévitable. À moins de nier toute espèce de progrès, nous sommes loin de cet avenir. Sans doute 30 siècles de fausses civilisations accumulées sur nos têtes réclament de nous d'autres soins. Tout ceci posé, nous pouvons essayer de définir la nouvelle école et d'en préciser l'idée. Il nous suffit pour cela des 4 premiers tableaux que nous venons d'examiner. Les œuvres de Courbet ne sont point des caricatures ou des charges. Ses partisans et ses adversaires reconnaissent tous qu'il reste dans la vérité réelle, lui faisant même de ce réalisme les uns un reproche, les autres un éloge. Ce n'est pas de la satire, et bien que l'idée satirique ne lui manque pas, mais elle n'épuise pas sa pensée. Ce n'est qu'une variété dans son œuvre, comme elle est une variété, un genre à part dans les œuvres de Boileau et d'Horace. Impossible de trouver une allusion satirique dans le retour de la foire. Courbet ne procède point par l'hyperbole, la dérision ou l'invective. Son ironie ne dégénère pas en calomnie. Il est sans haine comme sans flatterie. Si, comme artiste, il laisse voir une certaine colère brutale, ce n'est pas contre les sujets qu'il peint, contre les vices ou les ridicules qu'il attaque. C'est contre ses confrères obstinés dans une voie fausse. Sous ce rapport, on a eu raison de dire qu'en envoyant l'enterrement à la baigneuse aux expositions de 1851 et 1853, il frappait comme un Hercule de foire. On ne saurait davantage l'appeler un peintre de genre à la manière des Hollandais et des Flamands, dont les peintures agréables ou comiques, mais légères, vont rarement à fond, au fond des choses, ne trahissent aucune préoccupation philosophique et révèlent plus d'imagination que d'observation. Citerait-on un Ténier qui fut dans la donnée de Courbet,
Je ne le saurais dire, en tout cas je répliquerai que Téniers a anticipé sur son époque, ce qui n'est pas sans exemple parmi les artistes. Les tableaux du peintre Dornan sont des miroirs de vérité dont le mérite jusqu'à présent hors ligne, abstraction faite des qualités et des défauts de l'exécution et dans la profondeur de l'idée, la fidélité des types, la pureté de la glace et la puissance du réfléchissement. Cette peinture-là vise plus haut que l'art lui-même. Sa devise est l'inscription du temple de Delphes. Homme, connaissez-vous vous-même, concluant par forme de sous-entendu avec Jean le baptiseur, et amendez-vous si vous tenez à la vie et à l'honneur. Dira-t-on enfin, avec les écrivains de la nouvelle école, que ces tableaux sont de pur réalisme? Prenez garde, leur répondrai-je, votre réalisme compromettrait la vérité que cependant vous faites profession de servir. Le réel n'est pas la même chose que le vrai. Le premier s'entend plutôt de la matière, le second des lois qui la régissent. Celui-ci seul est intelligible et à ce titre peut servir d'objet et de but à l'art. L'autre n'a pas lui-même aucun sens. N'a par lui-même aucun sens. Les anciennes écoles sont sorties de la vérité par la porte de l'idéal. N'allez pas en sortir à votre tour par la porte du réel. Vous citez en témoignage de votre réalisme d'antiques chefs-d'œuvre, tels que les bustes de Néron et de Vitellius, que vous opposez aux bustes flattés et menteurs de César et de Napoléon par Clésinger. Je reconnais volontiers toute la distance qu'il y a entre l'œuvre de l'artiste romain et celle du praticien français. Autant j'éprouve d'admiration pour l'une, aussi peu l'autre m'inspire d'intérêt. Mais avant de conclure au réalisme de deux antiques, observez d'abord que vous n'êtes pas à même de comparer les portraits avec les originaux. En second lieu, que le grand mérite de ces bustes, c'est que leur auteur n'a pas rien fait que copier ces modèles, ce qu'eût pu faire tout aussi bien un mouleur. Il en a rendu sans servir, sans sortir de la vérité, la physionomie, l'air, ce je ne sais quoi, qui fait qu'un portrait vous frappe, qui ne résulte pas de la matière et qui est l'esprit. Voilà sans doute, c'est la critique que vous faites des bustes de Clésinger, que je n'ai pas vu, et juste que ce que cet artiste n'aura pas appris à faire, et où ceux d'il y a 18 siècles excellaient. Il s'agissait pour lui, comme pour les anciens, de nous montrer les âmes des deux empereurs. Il n'a su que redresser les traits de leur visage d'après le canon grec. La réalité physique, souvenez-vous-en, ne vaut que par l'esprit, par l'idéal qui respire en elle, et qui ne consiste pas seulement en une certaine symétrie ou élégance de forme. Allez-vous donc, à force de chercher la réalité, sacrifier l'esprit à la matière, comme les adorateurs de la forme, à force de chercher l'idéal, ont sacrifié la vérité à une chimère? Je conclus donc, et cela de vos propres appréciations, que pour exécuter un portrait, à plus forte raison une scène de la vie sociale, l'intervention de l'idéal est absolument indispensable. Non encore une fois qu'il s'agisse pour l'artiste de refaire, corriger et embellir l'œuvre de la nature et de la société, du crime peut-être, mais précisément afin de conserver aux personnages la vérité, la vie, l'esprit de leur physionomie. C'est ce qu'a voulu dire Courbet, qui, s'il s'exprime souvent mal, s'entend fort bien avec lui-même dans ce défi jeté par lui à ses adversaires. Vous qui vous chargez de peindre des Césars et des Charlemagne, sauriez-vous faire le portrait de votre père? Puis donc que l'idéal est essentiel à l'art, aussi bien d'après la nouvelle école que d'après les écoles antérieures, et que le réel ne figure chez toutes qu'à titre de matière brute, substance ou support de la forme, de l'idée, de l'idéal. Ce n'est point du tout par son réalisme que cette école doit être définie, c'est par la manière dont elle fait fonctionner à son tour l'idéal. L'art égyptien fut en raison de son idéal typique, symbolique, métaphysique. L'art grec fut par la même cause idolâtrique, voué au culte de la forme. L'art chrétien fut à son tour, de par l'évangile, spiritualiste et ascétique. Celui de la Renaissance est un ambigu, moitié païen, moitié chrétien, d'un effet étrange, l'art hollandais enfin sorti de la démocratie et de la pensée libre, affranchi de toute mythologie, allégorie, idolâtrie, spiritualité, de tout respect hiérarchique, acceptant le peuple pour sujet, pour type, pour souverain, pour idéal, a mérité d'être défini par nous. Art humain. Mais cette désignation, plus révolutionnaire que philosophique, excellente pour marquer la transition qui sépara tout à coup le monde catholique et féodal du monde de la science et de la liberté, ne suffit plus. Elle n'est pas assez distinctive. Elle manque pour nous d'horizon, en laissant croire que l'art n'a plus à faire désormais qu'à continuer les Hollandais,
tandis qu'il est manifeste que déjà il les dépasse. Quant aux idéalistes de la fantaisie qui, sous les noms de classique et de romantique, occupent toute la période comprise entre la Révolution et le Second Empire, il ne peut pas même en être ici question. Ceux-là n'ont pas plus d'idéal que n'en auraient les purs réalistes, s'il en existait. Ainsi, la question se réduit pour définir la nouvelle école et déterminer le caractère nouveau de l'art, à dire de quelle nature est en général l'idéalisme auquel il doit désormais se référer. Tout d'abord, je remarque que l'idéal artistique chez les Égyptiens, les Grecs, les chrétiens et même à la Renaissance, correspond à un dogme religieux dont il n'est que la traduction. Il pivote sur le dogme, il y ramène de près ou de loin toutes ses inventions. On peut donc l'appeler d'une manière générale idéalisme dogmatique. Depuis la réforme luthéro-hollandaise, le dogme a priori a cédé à la place à la libre pensée. L'art a pris son idéal partout dans l'infini de la nature et de l'humanité et dans la contemplation de leur splendeur et de leurs lois. Et il a gravité non plus comme jadis vers un idéal suprême, source de toutes ses inspirations, centre de toutes ses idéalités, mais vers un but supérieur à lui, but qui sort de la sphère propre de l'art, l'éducation progressive du genre humain. Nous pouvons donc dire avec exactitude que l'idéalisme décentralisé, universel, naturel et humain qui régit l'art nouveau est antidogmatique. Cette épithète purement négative devant se transformer en un équivalent affirmatif, nous dirons en conséquence idéalisme critique, école critique. Malheureusement, je crains que la susceptibilité un peu arbitraire de notre langue ne permette pas de dire avec la même convenance art critique. Je propose en conséquence, pour les gens de goût difficile, de se servir avec le mot art de l'adjectif rationnel, suffisamment motivé par l'irrationalité de l'art pendant la première moitié de ce siècle, et qui signifie à peu près la même chose que critique. De même donc qu'il existe depuis Descartes et Kant une philosophie antidogmatique ou critique, de même aussi qu'à l'exemple de cette philosophie, la littérature s'est faite à son tour et principalement critique. De même, l'art, se développant parallèlement à la philosophie, à la science, à l'industrie, à la politique et aux lettres, devait se renouveler aussi dans le criticisme. Critique du grec krino, je juge. Art critique, comme dirait art justicier, art qui commence par se faire justice à lui-même en se déclarant serviteur non de l'absolu, mais de la raison pure et du droit. Art qui ne se contente plus d'exprimer ou de faire naître des impressions, de symboliser des idées ou des actes de foi, mais qui, à son tour, unissant la conscience et la science au sentiment, discerne, discute, blâme ou approuve à sa manière. Art qui, aux définitions de la philosophie et de la morale, vient ajouter sa sanction propre, sa sanction du beau et du sublime. Art qui, par conséquent, se ralliant au mouvement de la civilisation, en adoptant les principes, est incapable de se pervertir par l'abus de l'idéal et de devenir lui-même instrument et fauteur de corruption. L'art nous dit par l'organe de la nouvelle école son interprète. Telle pensée, telle action, telle habitude, telle institution est déclinée par le droit et par la philosophie. Vraie ou fausse, juste ou injuste, vertueuse ou coupable, utile ou nuisible. Je vais démontrer à mon tour, par les moyens dont je dispose, que cette même action est encore belle ou laide, généreuse ou ignoble, gracieuse ou brutale, spirituelle ou bête, suave ou triste, harmonique ou charivarique, en sorte que lorsque vous aurez recueilli sur un même objet le témoignage de la science, le jugement de la justice et la sanction de l'art, vous aurez sur cet objet la plus haute certitude, et vous l'aimerez, vous le détesterez à jamais. Évidemment, jusqu'à la naissance de la nouvelle école, l'art n'avait pas compris sa mission avec cette netteté et cette hauteur. Il ne se connaissait nullement comme auxiliaire et complément de la raison. Il n'affectait point ce rôle éducateur, loin de là. Il se faisait fort d'embellir et de glorifier l'immoralité même, se posant en critère des mœurs et des croyances, et affectant les prérogatives de l'absolu. C'est ainsi que la faculté esthétique, se dépravant par l'idolâtrie, était devenue pour l'homme le principe du péché, et pour la société un ferment de dissolution. Maintenant, cette corruption spontanée de l'art, et par là de la morale publique et privée, n'est plus possible. L'art, devenu rationnel et raisonneur, critique et justicier, marchant de pair avec la philosophie positive, la politique positive, la métaphysique positive, ne faisant plus profession d'indifférence, ni en matière de loi, ni en matière de gouvernement, ni en matière de morale, subordonnant l'idéalisme à la raison.
ne peut plus être un fauteur de tyrannie, de prostitution et de paupérisme. Art d'observation, non plus seulement d'inspiration, il mentirait à lui-même, et de propos délibérés, se détruirait ce qui est impossible. L'artiste peut se vendre, pendant longtemps encore. La peinture et la statuaire, comme le roman et le drame, auront leurs infâmes. L'art est désormais incorruptible.